cette rencontre avec Jean-Frédéric Chaube autour de ce livre, son dernier livre en date, Nous avons tous la même histoire, les défis de l'identité, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Alors, Jean-Frédéric Chaube est directeur d'études à l'EHESS. Vous êtes spécialiste d'histoire moderne. Un certain nombre de vos travaux, notamment, partent d'une critique de l'historiographie politique. Donc, on y reviendra, mieux comprendre ce que ça recouvre. Et puis, vous êtes spécialiste de la race et de la colonisation. Vous êtes d'ailleurs un historien vous-même très globalisé, puisque vous avez enseigné aussi aux États-Unis, en Angleterre, au Japon, en Amérique du Sud, en Espagne, au Mexique. Et dans Esprit, en fait, on peut vous lire notamment avec 3 articles qui me semblent annoncent et préparent un peu ce livre. Nous avons tous la même histoire. En 2019, vous nous avez donné un beau texte intitulé « Peut-on faire l'histoire de tout ?» une formulation qui est reprise un peu différemment dans ce livre-ci. En 2021, un texte de réaction plus à l'actualité qui était ce rapport demandé par la ministre de l'Enseignement supérieur sur l'islamo-gauchisme à l'université. Donc, qu'en était-il de ce fameux péril islamo-gauchiste à l'université ? Et puis, en 2022, un peu poursuite de ces mêmes débats, un texte « Halte au feu », où vous vous alarmiez en fait de voir que sur un certain nombre de sujets, les migrations, l'islam, le populisme, le rapport entre savoir et idéologie, les universitaires s'échangeaient tribune et contre-tribune avec une férocité qui allait toujours grandissante, à un moment où on aurait pu au contraire s'inquiéter de ce que l'université allait bien mal. On était tout juste en train de sortir de la crise sanitaire et on va dire qu'il y avait beaucoup d'autres urgences à l'université sans doute plutôt que de s'écharper à coups de tribunes et de contre-tribunes. Et puis plus récemment, on peut lire aussi sur le site de la revue une excellente note critique de Magali Besson, qui est paru en avril 2022, sur votre dernier livre avant celui-ci, donc dernier grand livre écrit avec Silvia Sebastiani, qui est une somme, race et histoire dans les sociétés occidentales du XVe au XVIIIe siècle, qui était paru chez Albin Michel en 2021. Alors ce livre-ci, Nous avons tous la même histoire, il construit bien sûr à partir de vos recherches et de vos ouvrages précédents, et notamment je pense qu'il reprend dans une version synthétique une partie de ce travail de mise à jour de comment s'est construite la question raciale entre le XVe et le XVIIIe siècle. Mais c'est un livre un peu différent, un livre d'intervention, enfin, je ne sais pas si vous accepteriez voilà, de le qualifier comme ça. Et il me semble que vous partez d'une forme d'inquiétude, pour le travail historique, pour ce qu'on fait de l'histoire dans le débat public, pour le métier d'historien peut-être aussi, ce qu'il est en train de devenir, ou les injonctions contradictoires auxquelles il est soumis aujourd'hui. Alors, c'est cette idée qui est exprimée dès l'introduction, l'idée qu'il y a aujourd'hui des mésusages du passé, que le travail historique est soumis à des injonctions diverses, qui vous semblent contradictoires, et d'une, sans doute contestables, et de deux, pour certaines, carrément dangereuses pour d'autres. Et vous dites, dans un des premiers chapitres aussi, le passé n'est pas à notre disposition. Et pourtant, de nombreuses voix, personnalités, semblent puiser dans le passé comme dans un réservoir, à l'appui notamment de revendications identitaires. C'est peut-être ce qui explique le sous-titre, les défis de l'identité. Et donc, ces mésusages du passé, il me semble que vous les constatez à la fois dans le champ politique et dans l'espace public, et aussi au sein des universités. Alors, les deux sont liés, évidemment,
Mais peut-être que pour les besoins de la clarté, on peut aller pas à pas. Et je voudrais commencer par vous demander, donc, dans l'espace public, plutôt, dans le champ politique, on assiste effectivement aujourd'hui à un certain type de discours, une certaine façon d'invoquer l'histoire à l'appui de projets politiques ou de politiques identitaires. Ça se passe d'un bout à l'autre du spectre politique, et d'un bout à l'autre du spectre politique, ça vous semble très contestable. Est-ce que vous pouvez nous schématiser rapidement, parce que je disais, vous avez l'élégance dans ce livre de ne pas forcément nommer les personnes et les déclarations qui vous semblent les plus contestables. Je ne pense pas que votre intention soit polémique. Mais pour être sûr de bien vous comprendre, est-ce que vous accepteriez de commencer par schématiser ces positions, ces prises de position qui vous semblent très problématiques aujourd'hui? Alors, je vais le faire, mais je vais quand même commencer par un élément qui était dans votre très généreuse introduction et qui me semble vraiment fondamental. C'est, je pense que pour faire de la politique, il n'y a rien de plus dangereux que de fabriquer ou de puiser dans des arguments historiques. Alors je vais le dire très simplement, Odessa est une ville russe et la Crimée est fondamentalement russe. Il n'empêche que l'agression que subit la République d'Ukraine, dont les frontières ont été garanties par deux traités, celui d'Helsinki et le protocole de Budapest, la légalité internationale est ce qui garantit la paix, l'histoire est ce qui alimente la guerre. Prague était une ville allemande, bien plus qu'elle n'était tchèque, et la justification de la conquête par le Reich des Sudètes et même de la conquête de Prague puisait dans des argumentations historiques que les diplomates anglais et français de 1939 considéraient comme valides au regard des principes wilsoniens du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de l'enracinement historique. Et donc, voilà. Et je le dirais, dans le livre, je le dis sous une autre forme, d'une phrase qui pour moi est vraiment un guide, qui est une phrase de Yitzhak Rabin, qui disait « L'Ancien Testament n'est pas un cadastre ». Voilà. C'est-à-dire que la résolution du conflit israélo-palestinien ne peut pas se fonder sur des arguments historiques, mais sur des arguments légaux. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est un point extrêmement fort. Dans l'exercice même de la prise de décision politique, l'histoire peut être extraordinairement dangereuse. Et je pense même que l'histoire, c'est vraiment un aliment de la guerre, fondamentalement. Et donc moi, j'adore mon discipline, hein, j'adore l'histoire, hein, c'est pas la question. Simplement, il ne faut pas mélanger les registres. Voilà. Donc ça, ce serait une manière de répondre à un des éléments que vous avez posé. Alors maintenant, vous me demandez d'être plus explicite parce que je tiens beaucoup précisément à sortir des batailles de polochon, voilà, pour dire les choses très simplement, woke et anti-woke. Je ne veux pas me situer dans cette rhétorique-là. Je ne veux pas me situer dans... il n'empêche que la première phrase du livre renvoie dos à dos l'ambition de reconstruire un roman national qui a été porté par le président Nicolas Sarkozy et qui a été radicalisé vers la droite par Éric Zemmour pendant sa campagne de 2022, que je renvoie dos à dos avec la fabrication d'un monde fait d'une conjonction d'identités doloristes ou souffrantes, en citant les deux personnes que sont Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie électorale et Rokhaya Diallo et son activité de publiciste. Voilà. Voilà les deux points dans lesquels je ne me reconnais pas, ni dans un cas ni dans l'autre. Donc, pas le roman national, mais pas non plus la mosaïque des identités souffrantes et revendicatives ou indignées, enfin on pourra trouver toutes sortes, ou offensées, comme le dit Caroline Fourest par exemple. Voilà. Je veux me situer ailleurs, c'est-à-dire que je pense, alors que la question coloniale et la question des processus de racialisation sont pour moi des objets d'étude extrêmement légitimes dans le champ historiographique ordinaire, normal, c'est ce que je fais, ça n'a pas de raison de déborder sur des positions qui alimentent des discours qui, dans le champ politique, essayent de tirer avantage de ce type d'opposition, aussi bien à droite qu'à gauche. Et on est dans un moment où on le fait plus qu'à certains autres moments, parce que vous nous
disiez, en fait, l'usage de l'histoire en politique est toujours dangereuse. Oui. Mais le fait de l'utiliser à l'appui de revendications identitaires, ça vous paraît caractéristique du moment dans lequel nous sommes? Oui, mais en même temps, on pourrait paradoxalement dire que les revendications identitaires que j'appelle doloristes ou victimaires, etc., elles ont un grand mérite comparatif par rapport aux revendications identitaires de classe des années 50 qui s'appuyaient sur un soutien au régime de Staline. Parce qu'après tout, soutenir le régime de Staline au nom du caractère nécessaire de la révolution prolétarienne, c'était appuyer un régime coupable de crimes de masse. La fièvre maoïste des années 70 présente le même caractère. Donc, à tout prendre, je n'ai pas du tout de sympathie pour cette mosaïque victimaire, etc. Mais à tout prendre, elle a au moins un mérite par rapport aux dérives intellectuelles de l'intelligentsia française dans son rapport aux différentes formes du marxisme-léninisme, c'est qu'au moins, ces gens-là n'appuient pas des régimes qui commettent des crimes de masse. C'est déjà pas mal. Alors, je poursuis sur mon idée qu'il y a une inquiétude au cœur de ce travail, plus qu'une envie d'en découdre avec des adversaires idéologiques. Et il me semble qu'un autre pan de votre inquiétude vient vraiment de votre travail de chercheur, d'historien, d'auteur de livres d'histoire et d'enseignant. Et que vous constatez qu'on est dans un moment, pour les sciences historiques, de bouleversement complet. Donc il est technologique, il est politique, on vient de le dire, il est épistémologique, et que on est dans un moment de remise en cause de certains partages disciplinaires, mais aussi du choix d'un certain type d'objets d'études, avec des objets surreprésentés, d'autres qui sont sous-représentés, et également des disputes de méthode. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous trouvez inquiétant dans ce que vous constatez, dans ce que vous observez autour de vous à l'université dans le champ des sciences sociales, et aussi peut-être ce qui finalement est peut-être juste un effet de mode, parce que vous le dites parfois, vous parlez des utopies en vogue, vous parlez voilà. Il y a peut-être un effet de mode et c'est peut-être passager et c'est peut-être pas grave, et puis il y a peut-être des choses qui relèvent de partis pris idéologiques qui sont plus préoccupants, qui peuvent se durcir et qui sont plus néfastes pour la discipline. Oui, alors je commence par la fin et après je reviendrai au début. Sur, disons, la question de l'effet de mode, je crois qu'il y a un effet de mimétisme partiel qui essaye de se mettre en place en France par rapport à une manière de réguler le marché de l'emploi universitaire aux États-Unis, qui est l'identification. C'est très très difficile d'être identifiable dans un paysage intellectuel aussi vaste que celui des États-Unis. Et pour pouvoir être remarqué, et le fait d'être remarqué est la voie qui permet d'entrer dans un marché de l'emploi, les gens qui entrent dans la profession se doivent d'affirmer, à tort ou à raison, en général à tort, qu'ils apportent quelque chose de radicalement neuf. Alors ça prend toutes sortes de formes, hein. Un redécoupage des objets comme objets d'étude et non pas comme discipline, ou bien l'affirmation qu'on négocie un tournant, hein, les turns, dans lequel on s'inscrit pour faire partie du groupe des gens remarquables, c'est-à-dire qu'on peut remarquer. Voilà. Et alors, ce n'est pas simplement une histoire de mode, c'est un mode de régulation du marché de l'emploi universitaire qui fonctionne comme ça, dans un système particulier qui est le système américain. Et il est vrai que dans certains secteurs de l'université européenne, alors qu'il n'y a aucun besoin d'en passer par cette rhétorique des études ou des tournants ou de torsion de la manière de construire les objets, eh bien, par effet d'imitation, par séduction, il peut arriver en effet que des choses de ce type soient présentes parmi nous, sans véritable gain intellectuel de mon point de vue. Par exemple, je suis toujours un peu surpris quand des gens qui font des travaux extrêmement intéressants, dont je ne conteste absolument pas l'intérêt, et ce n'est pas une formule de politesse, travaillent sur le rapport homme-animal
en histoire, en sociologie, en anthropologie, etc. Lorsque l'on me parle de Animal Turn, qui serait d'une réalité des années 2020, bon, il se trouve que quand j'étais, il y a hélas 40 ans, élève d'Hippocagne, on nous faisait lire les travaux de Robert Delors sur l'animal au Moyen-Âge. Bon. Et Robert Delors était alors un historien sexagénaire. Bon, voilà. Et donc, c'est juste un exemple, mais je pourrais vous en citer comme ça, vraiment à l'appel. Alors, maintenant, sur l'inquiétude. J'ai beaucoup aimé dans la succession de vos épithètes, le premier, et je pense que vous avez raison, c'est technologique. Parce que je pense que, honnêtement, s'il y a une inquiétude majeure qui devrait nous habiter, est celle du monde dans lequel nous entrons. C'est-à-dire le monde de la possibilité d'imposer de façon plus puissante que jamais dans l'histoire le faux. Donc c'est l'intelligence artificielle générative qui rend vraisemblable. Je vous donnerai un exemple qui m'est arrivé moi comme prof, celle de mes doctorantes qui a fait une des thèses vraiment parmi les plus remarquables récemment soutenues sur un épisode qui se passe en Colombie au XVIIIe siècle, est venue me voir un jour avec un grand sourire en me présentant 2 gravures du XVIIIe siècle représentant le siège de la ville sur laquelle elle faisait sa thèse par la flotte de Louis XIV. Et elle me dit, est-ce que vous savez où j'ai trouvé ces gravures? Je dis non, pas du tout. Elle me dit, en fait, c'est moi qui les ai faites. Grâce à voilà. Et alors je lui dis, vous allez directement mettre ces gravures dans la poubelle de votre disque dur parce que je ne veux même pas en entendre parler. Elle me dit, mais c'est intéressant. Je lui dis, non, ce qui serait intéressant, ce serait que vous travailliez avec un mathématicien sur les algorithmes de ChatGPT qui ont rendu possible le fait que vous fabriquiez un faux. Ça, c'est intéressant. Mais en revanche, dans votre enquête historique, ça ne présente absolument aucun intérêt. C'est même un danger. Bon. Alors, vous avez d'un côté ce problème-là, et de l'autre côté, vous avez, je le cite également, la porte-parole de Donald Trump qui ment délibérément sur le nombre de personnes qui assistent à la prise de possession par Trump en janvier 2000. Voilà, très mauvais avec les dates, comme tout historien qui se respecte. Elle prétend qu'il y avait 500 000 personnes, il y en avait en fait 25 000, ce que n'importe quel drone pouvait affirmer. Elle dit oui, mais there is alternative facts. Bon, l'idée, avoir mis en circulation depuis la Maison-Blanche la notion de fait alternatif à l'époque de ChatGPT, ça signifie que vraiment la tyrannie qui est devant nous est la tyrannie du faux. Et je pense que les postures militantes, victimaires, identitaires, etc., qui disent vouloir faire irruption sur la scène des sciences sociales en disant ce que nous avons dans le cœur, ce que nous avons dans la mémoire et ce que nous avons dans les tripes doit faire partie, doit entrer dans le processus de production de connaissances, c'est le pire moment pour le faire. C'est le pire moment pour le faire. C'est précisément au moment où la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est faux est mise au défi comme jamais. C'est vraiment pas le moment de dire que c'est mon vécu, c'est mon ressenti qui me permet de produire de la connaissance vraie. C'est vraiment pas le moment. Peut-être, il y a 50 ans, face à des dogmatismes idéologiques très forts, marxistes d'un côté, catholiques de l'autre, si l'on veut, tout ce qu'on voudra, le fait de mettre en avant une expérience personnelle était une manière de, en quelque sorte, d'assouplir la contrainte des grands appareils idéologiques constituants. Aujourd'hui, le problème est complètement différent. Aujourd'hui, le problème, c'est d'arriver à affirmer que les sciences sociales sont capables de produire des connaissannes. Voilà. Et parce que le faux est ce qui domine. Je vous raconte juste une toute petite anecdote parce que ça m'a très profondément touché. Je dis qu'il ne faut pas parler du ressenti, mais là, c'est au second degré. Il se trouve que j'étais à Santiago du Chili au moment du cinquantenaire du coup d'État de Pinochet. Pas pour ça, mais ça a coïncidé. Et on nous a demandé à 2 historiens français, 3 philosophes espagnols, de faire une séance devant un amphithéâtre plein, c'était extrêmement sympathique, d'étudiants grévistes, mais néanmoins présents, qui étaient grévistes parce que c'était le jour du coup d'État, bien sûr, et néanmoins présents parce que ça les intéressait. Et on a discuté de ce que ça signifiait pour nous, 50 ans après, Pinochet, tout ça. Et à un moment donné de la discussion, je leur ai dit, mais vous savez, le prochain coup d'État ne se prépare pas dans les casernes, le prochain coup d'État est au bout de vos claviers. Alors il y a eu une espèce de silence de mort dans l'amphithéâtre.
Puis les choses ont continué, et puis je suis reparti chez moi. J'ai traversé le campus pour prendre mon métro, rentrer dans mon appartement. Et je suis passé devant la cafétéria de la fac, et les étudiants chiliens sont sortis de la cafétéria, ils m'ont entouré, et m'ont dit « Ce que vous avez dit est très très important, parce que jamais personne ne nous l'avait dit, mais c'est vous qui avez raison. Le prochain coup d'État, il est dans les ordinateurs, il n'est pas dans les casernes. » Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai une position assez raide sur le fait que dans le syntagme sciences sociales, le mot qui compte pour moi, ça n'est pas l'épithète. C'est science. C'est science. Voilà. Et donc c'est un des sens possibles de votre titre. Nous avons tous la même histoire. On découvre au fur et à mesure qu'on progresse dans le livre que c'est une affirmation faussement simple avec laquelle on ne peut être que d'accord, mais qu'en réalité elle est remise en cause très souvent, cette affirmation, et donc notamment dans la volonté de faire des histoires très particulières, toujours plus fragmentées, toujours plus atomisées, et de reculer devant la montée en généralité qui serait forcément une manière de trahir les particularités. Alors, je progresse dans le numéro, dans le livre, des formations professionnelles, parce que j'aimerais qu'on passe un petit moment sur la deuxième partie du livre. Donc, il y a une première partie qui est plutôt consacrée à la place de l'Europe dans l'histoire, dans la science historique, une deuxième partie donc sur les études postcoloniales, et une troisième partie plutôt sur la formation de l'État et son rapport avec la science historique. Dans cette deuxième partie, les études postcoloniales, pourquoi faire, elle s'intitule. On comprend assez vite que vous êtes un spécialiste de l'histoire coloniale et de la question raciale, on l'a dit, j'ai cité ce grand ouvrage qui est paru l'année dernière. Et pourtant, une des choses que vous contestez dans ce livre, c'est la fixation excessive, obsessionnelle sur cette question coloniale qui donne le sentiment que l'histoire de toutes les sociétés est coupée en deux, avant, après la colonisation, et qui donc opère des réductions et des simplifications qui posent problème. Et aussi qu'elle favorise ce que vous désignez comme une montée aux extrêmes, ou le fait que cette question raciale soit devenue un champ de bataille, en fait, dans les sciences sociales. Alors, est-ce que un spécialiste des études postcoloniales qui nous dit les études coloniales, pourquoi faire, est-ce que c'est un vrai paradoxe, ou est-ce que c'est seulement une apparence de paradoxe? Non, c'est une apparence de paradoxe, parce que, bon, au départ, je ne me suis pas fait que des amis en affirmant le fait que on ne gagnerait rien à instituer l'histoire coloniale comme une sous-discipline de l'histoire. Pourquoi? Ben pour une raison extrêmement simple, c'est que isoler l'histoire coloniale de ce dont elle est un élément consiste au fond, à reconduire son caractère séparé, particulier, etc. Alors que, évidemment, le mouvement pertinent consiste à dire, si on prend l'exemple de notre pays, mais ça serait vrai de l'Espagne, ça serait vrai des Pays-Bas, ça serait vrai de l'Angleterre, etc., c'est que, en fait, le mouvement vraiment intéressant, c'est d'intégrer à l'histoire nationale sa dimension coloniale, et non pas de fabriquer des spécialistes du monde colonial qui tourneraient le dos à l'histoire métropolitaine, par exemple. Donc ça, c'était un premier mouvement. Le second mouvement, c'est vis-à-vis des pays qui ont fait l'objet d'une colonisation ou d'une conquête, de rappeler quelque chose qui, là encore, n'est pas toujours très agréable à entendre quand on a une vision un peu simple des choses, c'est que la colonisation sans collaboration, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, ça n'est jamais arrivé que 300 guerriers effondrent un empire et, à eux seuls, et s'emparent de la totalité des ressources de cet empire. C'est-à-dire, Cortés a pris en effet la ville de Tenochtitlan, la capitale de l'empire mexica, avec 200 cavaliers espagnols, mais avec 20 000 soldats tlaxcaltecas, c'est-à-dire les principaux adversaires mexicains du pouvoir aztèque. Bon, voilà. C'est-à-dire que, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire que le scénario dans lequel l'histoire des pays cibles de la conquête européenne se sépare
en deux, voire ou en trois périodes. La période pré-conquête, la période coloniale et la période décolonisée. Comme trois séquences qui permettent vraiment de donner le rythme de l'évolution de ces sociétés. Ce schéma-là est un schéma qui rend compte de certaines réalités, mais qui en gomme d'autres. Et en particulier un phénomène que l'on peut trouver en Afrique. On a beaucoup parlé du livre de Yambolo Ologwem, Le devoir de violence, qui a été tellement célèbre à la fin des années 60, qui a fait l'objet d'un scandale, publié aux éditions du Seuil. Bon, de quoi parlait ce livre? Il parlait qui autour de l'Empire du Mali, du fait que les familles qui exerçaient un pouvoir territorial et un pouvoir personnel sur des dépendants dans cette région de l'Afrique de l'Ouest sont les mêmes familles qui, une fois la conquête réalisée sous la forme de l'AOF, ont été les relais de la colonisation française auprès des populations africaines. Et ce sont les descendants de ces mêmes familles qui sont ministres dans les gouvernements postérieurs à la décolonisation. Alors, il ne s'agit pas de dire que rien ne change, hein, c'est certainement pas ce que je suis en train de dire, mais ça consiste à dire que ces coupures-là, précoloniales, coloniales, postcoloniales, ou postérieures à la décolonisation, sont des coupures qui rendent compte de certains phénomènes et qui en occultent d'autres. Et qu'évidemment, le travail d'historien, selon le bon mot le mot de mon bon maître Jacques Revel, pourquoi faire simple alors que nous avons la possibilité de faire compliqué? Bon, et effectivement, une histoire coloniale compliquée est une histoire qui s'intègre à l'histoire métropolitaine et qui ne considère pas les régions colonisées uniquement comme des lieux passifs, des sociétés passives qui ont subi une oppression et qui se sont libérées de cette oppression. Si on dit que ça, eh ben, il y a toute une partie de la capacité même de ces sociétés à s'organiser, à faire de la politique que l'on occulte. Voilà. Donc, je pense qu'il faut absolument s'intéresser à ces questions. Et le dernier point sur lequel moi je garde de très fortes réserves sur une certaine manière de faire de l'histoire coloniale, c'est celle qui consiste au fond à sortir de la métropole pour parler de l'Afrique. Je parle de la France, hein, pour parler de l'Afrique, pour parler de l'Indochine, hein, comme on disait à l'époque, mais exclusivement à partir du regard français et des sources françaises. C'est-à-dire qu'il y a une extension du regard porté sur l'histoire de France. Moi, je suis absolument fasciné de voir qu'on peut encore aujourd'hui être historien de la guerre d'Algérie, pas savoir l'arabe. Qu'on peut travailler sur l'Annam, le Tonkin et la Cochinchine sans savoir le vietnamien. Bon, voilà. Et or, il se trouve que l'une des formes, je dirais, dégradée et appauvrie de la curiosité au-delà de l'Europe, ça consiste à faire de l'histoire coloniale, ce qui permet de parler de ce qui n'est pas l'Europe, mais en fait dans la langue des Européens. Ce qui, à mon avis, est indispensable, et ce que dans mon métier j'essaye de défendre de toutes les manières possibles, c'est le fait que dans un pays comme le nôtre, l'université forme des sinologues, des africanistes qui savent les langues africaines, des américanistes qui savent le nahuatl, le tupi-guarani, le maya yucatec, le quechua, etc. C'est-à-dire arrêter de nous remplir la bouche avec on fait de l'histoire globale, mondiale, tout ce qu'on veut, en français ou en anglais. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne peut pas donner de bons résultats. Je pense que, je crains qu'une certaine manière, une des raisons pour lesquelles l'histoire coloniale a été investie, c'est que ça permettait de faire du global sans payer le prix de l'apprentissage linguistique exigeant. Et ça me pose problème. Oui, et vous y revenez à plusieurs moments, effectivement, dans le livre. Mais ce qui me frappe aussi, et notamment donc dans la lecture de cette deuxième partie, c'est que vous êtes donc assez critique de certains aspects, certaines dimensions du mouvement décolonial, pour dire vite. Et en même temps, vous vous démarquez du type de critique du tournant décolonial ou du mouvement décolonial qu'on entend le plus souvent, le plus communément. Enfin, peut-être c'est juste
ces critiques-là qui parlent le plus fort. Oui. Mais par exemple, il est évident que vous ne pensez pas que le militantisme nuit, enfin, qu'il soit totalement incompatible avec le travail d'histoire. Vous expliquez qu'en termes d'histoire sociale, il y a des militants qui ont beaucoup fait progresser l'histoire sociale. Alors j'ai plusieurs exemples comme ça, mais vous ne pensez pas qu'on soit obligé de choisir une fois pour toutes entre subjectivité et rigueur scientifique? Vous pensez qu'on peut éventuellement accommoder les deux? Alors là encore, mes exemples pour plus tard, mes autres exemples pour plus tard. Alors là encore, je vais prendre je commence par la fin et je reviendrai au début. Personne ne pense sérieusement que dans l'activité scientifique, on puisse épurer le travail intellectuel de toute subjectivité. Personne ne le pense, mais pas plus les physiciens et les astrophysiciens ne le pensent. Donc là, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien de particulier aux sciences sociales. Les sciences sociales n'ont pas à être plus laxistes vis-à-vis de la subjectivité ou du psychisme du chercheur que les sciences exactes, mais les sciences de la nature, de la vie, etc., les scientifiques, quand ils écrivent sur ce qu'a été leur itinéraire intellectuel, brodent très souvent sur la dimension poétique de leur imagination en tant qu'astrophysicien. Enfin, c'est une banalité de le dire. Donc, l'entretien avec Jean-Pierre Luminet sur le site de la revue. Voilà. Non. La poésie et les planètes. Donc, il n'est pas question de dire que nous sommes en mesure de produire une science qui évacuerait complètement la subjectivité. Autre chose, et c'est complètement différent, de dire que le ressenti porté en sautoir et fièrement comme une identité intellectuelle est un instrument de production de connaissances. C'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. Hein, donc ça, c'est pour répondre à votre deuxième question. Et donc, bien sûr, il y a une part de subjectivité dans n'importe quel travail intellectuel à caractère scientifique. Ça ne veut pas dire qu'on puisse accepter, me semble-t-il, que le ressenti, les affects, etc., soient présentés comme des arguments scientifiques, explicités comme des arguments scientifiques, producteurs de connaissances par eux-mêmes. Voilà. Ça, c'est le second point. Alors maintenant, sur la question militantisme, travail universitaire, pour aller vite. Hein. Alors moi, je pense qu'il faut penser avec une certaine temporalité à chaque fois, disons en dynamique. La question ouvrière n'était pas un objet bon à penser dans la Sorbonne de 1950. Mais il y avait dans la France de 1950 un parti communiste français qui était culturellement hégémonique, et l'hégémonie culturelle du Parti communiste français a eu pour effet scientifique et comme effet académique que l'objet classe ouvrière est devenu un objet bon à étudier dans les amphithéâtres de la Sorbonne. Et on peut faire le même raisonnement sur l'histoire des femmes, on peut faire le même raisonnement sur l'histoire coloniale, voilà. Alors ma position là-dessus, elle est très simple, c'est de dire que lorsque l'université, par routine, habitude, conservatisme ou tout ce qu'on voudra, s'interdit de faire rentrer dans le périmètre des objets bons à penser des sujets, des questions, des franges de la société à propos desquelles une partie de la citoyenneté voudrait que de la science soit produite, eh bien, dans cette phase qui consiste à donner des coups de bélier dans la porte de l'université pour y faire rentrer un objet comme un objet légitime, la posture militante est non seulement acceptable, mais je pense qu'elle est de fait historiquement indispensable. Elle s'est avérée indispensable. Maintenant, c'est là que je dis que c'est en dynamique. Du jour où des chaires universitaires sont consacrées au mouvement ouvrier, à la classe ouvrière, etc., que la question ouvrière est au concours de la grecque de sciences sociales, au concours de l'agrégation d'histoire, que des jeunes gens font des thèses sur le mouvement ouvrier qui sont des thèses financées par l'État, etc., etc., c'est-à-dire à partir du moment où ces questions entrent dans le système académique de manière, donc sont légitimées, la posture militante n'a plus rien à faire à l'université. Elle n'a plus sa place. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, pour parler très vulgairement, il faut mettre le pied dans la porte, mais une fois que la porte a été ouverte, le militant doit se retirer, ou la militante doit se retirer.
Ce serait plutôt ça ma position. Donc c'est une position qui n'est pas nuancée, mais simplement elle est phasée. Légitime quand il s'agit de faire accepter l'objet, illégitime à partir du moment où l'objet est intégré au système. Et parce que ça devient stérile. Mais alors, si je vous ai bien lu, vous parlez aussi d'un mouvement qui consiste à fermer les portes de l'université ou à pousser certains, ou à interdire certains objets, en fait. À dire que ça n'est pas un objet bon à étudier, ou ça n'est pas un objet bon à étudier pour vous. C'est pour ça que vous pouvez dire on peut faire l'histoire de tout. N'importe qui peut faire l'histoire de n'importe quoi. C'est ce que vous défendez, en fait. Oui. Mais pas n'importe comment. Alors, pas n'importe comment, non, parce que je pense que si on prend au sérieux l'idée que l'histoire est une science sociale, toutes les sciences reposent sur, on peut le dire en gros, trois piliers. Hein. Un principe de non-contradiction logique dans l'argumentation, et Dieu sait que ce n'est pas si facile, ni si fréquent de pouvoir dérouler des argumentations dans lesquelles n'apparaisse aucun illogisme, ce n'est pas du tout facile. Bon. Deuxièmement, l'établissement d'une documentation sur le social, qui peut être sous la forme de traces laissées par le passé, ou de constitution de savoir sur la société vivante, et qui se font selon des méthodes, qui ne peuvent pas être des méthodes qui sont purement intuitives, qui reposent sur de la vérification, de l'efficacité de telle approche. Voilà. Et tout ça, ça forme un dispositif scientifique que l'on ne peut absolument pas, à mon sens, absolument pas considérer comme obsolète dès lors que ce qu'il importe, c'est de rendre compte ou de faire justice. Hein. Par exemple, je ne pense pas que l'université ait la capacité de réparer. Ce n'est pas sa fonction, c'est la politique qui peut réparer. La réparation, qui, à mon avis, est une entreprise totalement légitime dans le champ politique. Elle est absolument hors de propos dans l'université. Et elle est hors de propos parce que si l'on voulait utiliser les armes de la science pour réparer, on se heurterait à un problème, alors pour le coup qui n'est pas le problème de nos collègues sociologues ou de nos collègues ethnologues ou démographes ou politistes qui travaillent sur une société vivante, mais nous qui travaillons sur une société morte, c'est plus exactement, comme je dis souvent, comme Ulysse et comme Énée, nous descendons dans le royaume des morts, nous les historiens. C'est-à-dire que nos interlocuteurs ne sont justement pas des interlocuteurs. Alors, nous sommes face à deux limites. Celle que vous disiez tout à l'heure, le passé n'est pas à notre disposition, mais par définition. C'est-à-dire que ce que moi j'appelle le passé, c'est l'ensemble de toutes les vies qui ont été vécues avant la mienne. Bon, évidemment, ces vies-là, il n'est pas à ma disposition de les modifier. Je ne peux pas plus modifier le passé qu'un astrophysicien ne peut modifier la trajectoire d'une exoplanète. C'est-à-dire la distance est la même. Le passé est absolument indisponible en tant que réalité substantive. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, et ça, c'est ce qui rend impossible l'ambition de réparatrice de l'université ou de la science sociale. Le problème, c'est que les différents types de sociétés, et à l'intérieur des différents types de sociétés et les différentes catégories sociales, n'ont pas laissé les mêmes types de traces matérielles de ce qu'avait été leur existence. Alors je vais le dire très brutalement, je crois que je le dis très simplement, on n'en saura jamais autant sur les pauvres que sur les riches, sur les femmes que sur les hommes, sur les sociétés dominées que sur les sociétés dominantes. Voilà, et cette situation-là est une situation qui appelle évidemment un énorme effort d'imagination intellectuelle et scientifique pour faire en sorte que l'on puisse faire une histoire des pauvres, que l'on puisse faire une histoire des femmes digne de ce nom, que l'on puisse faire une histoire des colonisés digne de ce nom. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas faire ce que l'UNESCO fait, mais parce que l'UNESCO n'est pas une institution scientifique, mais une institution diplomatique. Quand l'UNESCO fait une histoire du monde, elle veille à ce que la taille du volume sur l'histoire de l'Afrique ait autant de pages que le volume sur l'histoire de l'Europe. Cette manière de mettre à égalité l'ensemble de l'humanité en termes de dignité est une fonction politique et diplomatique absolument légitime. Mais elle n'est pas du tout scientifique. Elle n'est pas du tout scientifique. Hein. Je veux dire par là que, en fait, et même on peut aller être assez précis là-dessus, il y a trois sociétés.
à mon sens, il y a 3 sociétés pour lesquelles nous disposons d'une surabondance extraordinaire de traces du passé. C'est la société italienne, c'est la société espagnole et c'est la société chinoise. Voilà. Voilà les trois sociétés pour lesquelles nous disposons d'une abondance extraordinaire d'archives, de traces du passé, qu'elles soient écrites, qu'elles soient picturales, qu'elles soient imagées, etc. etc. Voilà. Mais j'avais lu dans un livre qui m'avait beaucoup frappé, un très beau livre d'ailleurs qui s'appelle L'Europe et les Indes, une phrase qui expliquait que concernant la monarchie du Cambodge pendant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, sur cette partie-là, ce moment-là de l'histoire du Cambodge, on dispose aujourd'hui d'autant de documents écrits que l'on dispose d'épigraphie romaine de la plus marginale des provinces de l'Empire romain à l'époque de Tibère. Donc, vous voyez, il y a une asymétrie, c'est un terme que j'emploie beaucoup, il y a une asymétrie d'une incroyable violence de notre capacité, nous les historiens, à rendre compte du passé des sociétés. Il y a des sociétés sur lesquelles notre connaissance sera toujours une connaissance très modeste, parce que les traces que nous avons de ces sociétés sont très modestes. Et il y a des sociétés sur lesquelles nous pourrons déployer des trésors d'imagination, d'expérimentation historiographique, parce que nous pouvons à peu près tout faire. Voilà, sur certaines sociétés. Et c'est là où je dis qu'il faut être vraiment très, 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 très attentif. Je considère que c'est dans le rôle de l'État de faire des fondations, de faire des cérémonies, de faire des commémorations. Et je trouve ça, je le dis sans aucune ironie, il n'y a pas la moindre ironie dans ce que je suis en train de dire. Cette fonction réparatrice de l'État est très importante. Faire des expositions, enfin tout ce qu'on voudra. La pratique de la recherche en sciences sociales, ça n'a rien à voir avec ça. Et ça ne peut pas répondre à cette commande-là. Et ça ne doit pas répondre à cette commande-là. C'est complémentaire. Voilà. En tout cas, oui, dans cette phase recherche. Oui, bien sûr. Donc, je vais vous poser une dernière question pour bien insister, parce que ce livre donc, est écrit pour sonner l'alarme sur un certain nombre de choses qui vous paraissent de l'ordre de la dérive ou de l'appauvrissement, oui. D'une perte, en fait, oui. pour l'histoire et pour le métier d'historien. Vous y développez aussi l'idée peut-être qu'on est dans un troisième âge de la science historique, qu'il y a eu un moment téléologique, qu'ensuite il y a eu cette volonté de déconstruire un certain nombre de choses et qu'on est peut-être à un moment où il faut dépasser l'impératif de déconstruire tout le temps. Et c'est pour ça que je voulais insister sur le fait que c'est un livre qui est peut-être écrit contre certaines idées reçues ou certaines idées trop à la mode, mais c'est aussi clairement un livre qui est écrit pour, dans lequel vous faites part de convictions et sans hésiter. Et donc c'est un plaidoyer pour l'histoire, évidemment, mais c'est un plaidoyer pour l'universel, vous le oui, tout à fait. Assez clairement. Pour la diversité des langues, des expériences sociales et culturelles, vous venez de nous le redire, et en fait tout simplement pour l'émancipation par la connaissance. Donc en fait c'est un livre pour les Lumières, c'est un livre en défense des Lumières. En tout cas, sur ce dernier point, c'est une chose qui est très claire pour moi, c'est-à-dire que la condition indispensable pour que les sciences sociales aient un effet émancipateur, c'est qu'elles soient scientifiques. C'est-à-dire que c'est la même chose. Dire que les sciences sociales sont scientifiques et dire qu'elles ont une chance de participer à un mouvement d'émancipation, c'est dire la même chose. En revanche, si les sciences sociales renoncent à leur scientificité et veulent simplement être un espace sans exigence où viennent s'agréger les convictions individuelles ou collectives sous une forme comme ça, intuitive, il n'y a aucune chance que ce soit émancipateur, puisque chacun reste dans sa case, on dirait. C'est-à-dire qu'on ne peut être bougé, on ne peut être soi-même bougé que par une formulation à caractère universel. Sinon, je ne pense pas que la simple expression de la particularité puisse être en elle-même émancipatrice. Elle peut s'articuler à un projet universel et à ce moment-là l'être, c'est-à-dire donner une coloration particulière à une ambition universelle, mais le particulier en lui-même n'a pas cette capacité, me semble-t-il. Alors ça ne veut pas dire... Alors, je suis très sensible aussi à ce que vous dites, parce que, je vais le dire, mais j'espère que personne ne se sentira visé, mais quand dans un séminaire, quelqu'un présente une étude de cas, et que quelqu'un lève la main en disant « oui, mais en fait, c'est plus compliqué que ça », en général, celui qui dit la phrase « c'est plus compliqué que ça » a de fortes chances d'être un imbécile. Bon.
parce que la fonction, quand même, à la fois de la recherche et ce qui est indissociable de la recherche, de l'enseignement et de la formation, c'est de reconstruire une narration, quand même. C'est de proposer une narration. Et proposer une narration, c'est forcément sacrifier une partie de la singularité des cas. C'est-à-dire si l'enseignement consiste simplement à exposer des cas, sans prendre le risque de la montée de différents paliers successifs de montée en généralité, c'est-à-dire sans proposer quelque chose dans lequel ces cas font véritablement sens et peuvent illustrer une conviction de type scientifique, hein, eh ben, ça ne sert à rien. Je veux dire, ça n'a absolument aucune portée. Et donc la montée en généralité, donc la reconstruction d'une narration qui englobe les capacités analytiques microscopiques, pour moi, tout à fait indispensable. Ce qui ne veut pas dire, parce que je sais que c'est un débat qui a beaucoup agité, notamment pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, autour du projet de maison de l'histoire de France, et puis du discours, enfin la consultation via la préfectorale sur la mémoire française, etc. Bon, moi, je ne crois pas du tout, en fait, que, contrairement à ce que pense une partie, disons, de l'aile la plus conservatrice de l'intelligentsia française, que nous ayons absolument besoin, pour constituer un corps de citoyens républicains, de remettre sur le tapis une histoire mythique de la France éternelle, depuis le sacre de Clovis jusqu'à la seconde élection d'Emmanuel Macron. Je n'y crois pas du tout, et en particulier, je pense qu'il y a quelque chose d'assez toxique, en fait, dans l'idée de remettre une sorte de Malais-Isaac au goût du jour dans le primaire, pour qu'ensuite les collègues du secondaire passent leur temps à déconstruire le Malais-Isaac qu'on a enseigné dans le primaire, et que les universitaires... bon. Je pense que c'est très toxique, parce que pourquoi soumettre les enfants à cette espèce d'enseignement, ce mouvement paradoxal qui consiste à leur raconter un mythe pour ensuite leur dire que c'était un mythe. Je ne vois pas l'intérêt. Et je dois dire que je suis très attaché à l'idée que les enseignants du secondaire sont vraiment les gens qui fabriquent la citoyenneté. Hein. C'est vraiment eux. Hein. Parenthèse, le livre est dédié à Samuel Paty et à Dominique Bernard, parce que je pense que ces gens-là sont les acteurs politiques les plus importants, en tout cas de la profession d'enseignant. C'est eux les plus importants. Et que j'ai aussi dédié le livre à ces deux personnes, parce que je pense que nous avons une capacité d'oubli qui est effrayante. Et troisièmement, parce que je pense qu'ils ont été tués au nom d'un programme politique, l'islam politique, contre lequel je crois qu'il faut s'élever. Voilà. Bon, je ferme la parenthèse sur Paty et Bernard, et je reviens à la question du mythe. Je pense que ça ne sert à rien de raconter une histoire de France mythique, une histoire de France repliée sur elle-même, une histoire de France franco-française mythique, etc., pour ensuite la déconstruire. En revanche, je crois, et c'est une des choses qui m'a le plus ému, je dois dire, peut-être parce que c'est un auteur qui est mon auteur fétiche, qui est Molière, ce que les profs de français ont fait dans ce pays pendant l'année 2022, je ne dirais pas de Dunkerque à Tamanrasset, mais enfin de Dunkerque à Perpignan et de Brest à Menton, c'est qu'ils ont fait jouer des scènes de Molière à des gosses de toute classe sociale, de toute origine géographique, à travers tout le pays. Et pour moi, ça, comme disait la chanson de Maurice Chevalier, ça fait d'excellents Français. Voilà. Je pense que Molière fait de bien meilleurs Français qu'une ressucée du Malais-Isaac. Et il est beaucoup question de littérature dans ce livre aussi. Oui. On y lit des choses sur Frankenstein, sur les essais de Montaigne, sur Sherlock Holmes. Donc je crois que ça fait partie aussi de ce qui nous raccroche, en tout cas, au programme des Lumières. Mais merci beaucoup, Jean-Frédéric Chaume. Vous nous avez donné une petite idée de la richesse de ce livre. Nous avons tous la même histoire, les défis de l'identité. Merci infiniment.